1968, le grand historien américain Moses Finley forgea pour la première fois la célèbre distinction entre deux types de sociétés qui pratiquèrent l'esclavage au cours de l'histoire. Alors que les sociétés à esclaves auraient été fort nombreuses, expliquait-il, seules des configurations historiques exceptionnelles auraient donné naissance à ce qu'il appelait de véritables sociétés esclavagistes. À en croire l'historien, l'Athènes de l'époque classique aurait été la société esclavagiste la plus ancienne de l'histoire des hommes. Comment lui donner tort? Le poids démographique de la population esclave y était en effet considérable, sans doute entre 30 et 50% de la population. Les marchés d'esclaves, bien davantage que la simple reproduction démographique, assuraient le renouvellement continu de la population servile. Et leur approvisionnement reposait à la fois sur la traite avec les populations situées aux confins du monde grec, Scythes, Thraces, Phrygiens, et sur un marché interne au monde des cités, qui était régulièrement alimenté par la guerre. La structure des marchés d'esclaves était exceptionnellement dense et hiérarchisée, depuis de grandes places centrales redistributives, comme Délos, Chios ou Éphèse, jusqu'à une cité comme Athènes. Les esclaves étaient présents dans tous les secteurs de l'économie athénienne. Les ateliers artisanaux, les navires marchands, les exploitations agricoles de la campagne attique, comme les boutiques de l'agora, étaient peuplées d'esclaves. Deux secteurs d'activité en particulier reposaient presque entièrement sur la main-d'œuvre servile, le travail des mines, au Laurion, ainsi que la prostitution massive au sein des nombreux porneia du Pirée. Plusieurs centaines d'esclaves, propriétés à titre collectif de la cité, étaient enfin au service de son administration. Mais l'organisation du travail servile présentait une originalité au regard de nombreuses sociétés esclavagistes de l'âge moderne. Si les esclaves étaient évidemment privés de tout droit politique, aucune activité économique ne leur était interdite en raison de leur statut. Si bien que dans la plupart des espaces de travail, libres et non libres se côtoyaient et accomplissaient bien souvent des tâches similaires. Mais au-delà de cette description très générale, il convient surtout de saisir la façon dont l'esclavage a façonné plusieurs dimensions essentielles du modèle athénien. Observons par exemple le lien étroit qui associe l'invention de la démocratie, ou, pourrait-on dire, l'expérience de l'autonomie politique, et le développement de l'institution esclavagiste. L'esclavage a souvent été présenté comme une condition nécessaire à l'exercice de la vie politique par le plus grand nombre. L'idée était que le travail des esclaves aurait permis de décharger des contraintes productives les citoyens pour qu'ils se consacrent à l'activité politique. En réalité, ce cliché historiographique ne résiste pas à l'examen, pour une raison simple. La plupart des Athéniens n'étaient pas d'heureux oisifs dissertant sous les portiques de l'agora. Ils travaillaient et n'en étaient pas moins citoyens. Le lien entre démocratie et esclavage se joue en réalité ailleurs. Il se devine notamment à la lecture d'une partie de la littérature athénienne. Les philosophes n'ont cessé en effet de réfléchir au bouleversement des formes du politique induites par le développement fulgurant de l'esclavage. Tous avaient conscience que le modèle d'un lien de nature proprement despotique, de despotes, le maître, entre un esclave et son maître, imposait au centre de la cité un nouveau type de relation de pouvoir qui subvertissait les formes ordinaires d'autorité. Contrairement à toutes les formes d'autorité qui fondent en nature un ordre hiérarchique des classes et des genres, la domination esclavagiste ne se légitimait que de la violence, celle qu'autorisait le droit du vainqueur, puisqu'à Athènes, l'esclavage ne se justifiait pas de l'ordre de la race, qui était inconnu aux sociétés antiques. Mais en exhibant un lien de domination qui n'avait d'autre justification que la violence, dans sa forme la plus nue, l'esclavage consacrait, d'une certaine façon, l'indétermination et l'illégitimité fondamentale de tout pouvoir. Mais l'institution esclavagiste a aussi donné leur forme à certains traits saillants de la culture athénienne. Comment peut-on penser, par exemple, le statut si particulier à Athènes du corps de l'homme libre, sans considérer en même temps que des dizaines de milliers d'hommes et de femmes étaient définis en droit comme des corps, somata, soumis à l'appropriation d'autrui? On sait par exemple que la pratique athlétique traçait une frontière décisive entre les libres et les esclaves. Et les plus anciennes lois sur les esclaves, au début du VIe siècle avant notre ère, leur proscrivent justement l'accès au gymnase, le lieu par excellence
dans lequel s'exerçait cette culture du corps. La domination esclavagiste s'accomplissait surtout par le statut différencié des corps libres et des corps esclaves sur la scène judiciaire. Certains étaient définis par leur immunité, d'autres par leur vulnérabilité. Ainsi, alors que l'inviolabilité du corps du citoyen était un principe fondamental du régime démocratique, les esclaves ne pouvaient intervenir dans le processus judiciaire qu'à travers une procédure singulière, celle du basanos, qui consistait en un interrogatoire par voie de torture. Et dans ce cas, la preuve était dite avoir été prélevée sur le corps ou sur la peau de l'esclave. L'esclave n'existait en somme sur la scène du droit que sous la forme d'un corps, et c'est aux dépens de ce corps seulement que s'exerçait sa responsabilité. On mesure en définitive à quel point la culture du corps à Athènes était profondément marquée par l'esclavage. Et il n'est guère étonnant de constater, dès lors, que le schème esclavagiste a offert la métaphore à travers laquelle la philosophie antique a bien souvent appréhendé les rapports qui unissent l'âme et le corps. Prenons un exemple. Dans le Phédon de Platon, la relation esclavagiste fournit le modèle pour penser le rapport de double subordination qui unit l'âme du philosophe à la divinité et le corps à l'âme. La mort elle-même, identifiée à une émancipation de l'âme, y est présentée sur le modèle des procédures d'affranchissement par lesquelles un maître consacrait un de ses esclaves à une divinité. L'Athènes de l'époque classique peut donc sans l'ombre d'un doute être qualifiée de société esclavagiste, pour reprendre l'expression de Moses Finlay. Cela ne tient pas seulement au rôle indispensable du travail des esclaves, au cœur de son économie. L'institution esclavagiste a surtout imprimé de sa marque l'ensemble de la civilisation athénienne. Les esclaves, en somme, étaient partout présents dans le monde de Périclès et de Platon. Le constat ne rend pas moins admirable ce que nous prétendons avoir hérité de l'Athènes classique, la démocratie, la philosophie par exemple. Mais il n'est pas inutile de reconnaître aussi ce que ce fameux modèle athénien doit à l'esclavage.